d'autre part, nous avons pour cette première étape de ce que je vous parlais la fois passée. Et nous faisons tout pour valoriser ce qui est beau et ce qui est belle au côté de la baie, au côté du Bouddha et de l'embarcation. Bonsoir à tous et à tous. Nous sommes à Diolo et là vous savez le musée du Bouddha. Et le musée du Bouddha, vous savez, c'est ici qu'on garde ce qu'il y a comme patrimoine, ce qui a été, disons, de bon dans ces pays, nos martyrs, ce qu'ils ont gardé. Et ça, passer à travers l'espace de la culture va nous expliquer ici. Elle va nous parler de ce musée du Bouddha, qu'est-ce qu'on garde au musée du Bouddha et qu'est-ce qui se trouve, comment elle fait pour pouvoir garder toutes ces choses que nous verrons tout à l'heure à l'intérieur de ce musée. C'est pour vous dire qu'à la baie ici, avec Albarka TV, vous allez voir toutes les merveilles du Bouddha et vous comprendrez à travers ce que nous allons vous donner que le Bouddha c'est une merveille. Tout à l'heure, nous sommes avec l'inspecteur régional de la culture et du sport du côté régional ici même à la baie. Elle est aussi celle qui entretient ce musée du Bouddha. Avec elle, on va parler du musée et va nous expliquer comment elle entretient toutes ces choses qui sont à l'intérieur ici. Bonsoir. Présentez-vous à l'attention de téléspectateurs. Je suis Anya Diallo. Je suis agro-sociologue de formation et actuellement je suis la directrice générale du musée du Bouddha et en même temps l'inspectrice régionale de la culture, des sports et du patrimoine ici. Et Adjagena, aujourd'hui nous sommes à Lille et c'est ici donc, se trouve le musée du Bouddha. Parlez-nous un peu de ce musée avant même de faire une visite dedans. Bon, il faut retenir très rapidement que le musée du Bouddha a été mis en place en 2001 suite à beaucoup de constats dont les principaux sont premièrement l'éloignement des jeunes de leur culture et ensuite le fait que la région Bouddha-Diallo qui a une culture millénaire n'avait pas de musée, n'avait pas de maison pour garder la mémoire. Donc ce sont les principaux constats qui ont poussé certains amis, les parents et moi-même à faire ce musée. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez des collaborateurs qui peuvent vous amener des choses qui sont gardées depuis longtemps et que vous pouvez garder donc ici, je ne veux pas que ça se garde. Comment vous faites? Oui, bon, alors les collaborateurs, tout simplement, la communauté, c'est-à-dire les gens de cette communauté, parce que c'est la communauté qui est d'abord concernée. C'est un musée ethnographique, donc c'est un musée qui parle suffisamment de l'ethnographie de la région. Et il faut dire que c'est dans ce musée qu'on retrouve des éléments qui ont été les compagnons même du peuple pasteur nomade qui a, grâce à ce nomadisme, qui a marché derrière les marches pour se retrouver ici au Bouddha-Diallo. Donc, ce sont ces pièces-là qui sont continuées dans le musée, dans ce que nous appelons la salle d'exposition. Évidemment, il y a aussi une exposition temporaire comme son nom l'indique, est là pour quelque temps, qui va être démonté pour aller vers d'autres. Donc il y a tant d'éléments, tant de pièces qui font l'objet de présentations privées qui sont venues tout simplement des grandes familles de la communauté parce que, encore une fois, le musée c'est leur idéal. Ok, Adjagena, avant de faire une visite à l'intérieur du musée, est-ce que vous avez des appels à lancer à la fois tous les partenaires, que ce soit ici même à Guinée ou bien ailleurs, qui nous permettent de pouvoir bien garder notre musée et pouvoir connaître ce qui s'est passé avant. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à dire à ces partenaires?
dois remercier tous ceux qui ont accepté de collaborer pour la réalisation de grands projets que je pense notamment à toutes les grandes familles de la région, je pense aux chercheurs de la région, je pense aux membres du comité scientifique du musée de Bouddha, mais je pense aussi à tous les jeunes qui pratiquent le musée. Ensuite, je dois dire que le musée, ce n'est pas un endroit où les objets doivent mourir, être enfermés pour perdre leur vie, mais c'est plutôt un endroit où les objets doivent pouvoir vivre leur vie. Et pour cela, il faut que tout le monde comprenne qu'il faut utiliser le musée. C'est ça qui donne le goût, non seulement aux objets qui sont là, mais aussi à ceux-là qui ont tout abandonné pour se consacrer à cette activité qui est le musée. Je voudrais aussi dire que même ceux qui ne sont pas actuellement ici, ils peuvent contribuer à leur manière à faire vivre le musée, à faire en sorte que la mémoire ne se perde pas. Parce que l'objectif du musée, c'est ça, c'est garder la mémoire. Et d'ailleurs, en foulard, puisque nos parents ne connaissaient pas le musée, mais ils connaissent et ils ont montré suffisamment qu'ils le savent. Ils connaissent conserver le patrimoine. Donc c'est la maison pour conserver le patrimoine, c'est la maison de la culture. Donc l'appel que je lance, c'est en direction de tous ceux qui vont visionner notre vidéo, ceux qui vont entendre parler du musée, ceux qui veulent venir et ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas maîtriser mais venir. C'est pour dire que le musée, il est accessible. Le musée, il est à renforcer et les jeunes qui sont là, leurs capacités doivent être constamment renforcées. C'est pour ça que le musée, dans son plan d'action, a élaboré des projets qu'on appelle, si vous voulez, le sauvetage des savoir-faire traditionnels. Et je donne un exemple parmi ces savoir-faire traditionnels. Nous avons la coiffure du badi ou cimier que portent donc galamment les jeunes filles de lycée, les jeunes femmes, et que portaient donc les femmes parce que maintenant la coiffure est un peu rare. Et cette coiffure, ce savoir-faire était en perdition parce que les femmes qui savaient le faire ne sont plus nombreuses aujourd'hui. Il y en a qui sont décédées, il y en a qui ne peuvent pas faire comme avant, etc. Et nous, le musée a pris en charge de réactiver la coiffure. C'est pour ça qu'il y a un projet où des jeunes gens s'occupent de la maîtrise de ces techniques de coiffure. Donc, il y a beaucoup d'autres savoir-faire traditionnels qui ont été identifiés et qui font l'objet aujourd'hui d'études, d'approfondissement afin de sauvetage. Donc, c'est pour vous dire que le musée, c'est beaucoup de choses à la fois. C'est non seulement les pièces exposées, mais c'est des activités qui sont inclus dans ces projets-là. Donc, quelqu'un, même si tu es à Jakarta, si vraiment les projets-là t'intéressent, tu peux t'impliquer en faisant beaucoup de choses à la fois. Nous avons des besoins. Nous travaillons avec 35 écoles dans lesquelles nous avons fait d'autres livres, donc 35 écoles qui écoutent les animateurs pédagogiques du musée dans l'apprentissage de ce savoir-faire-là, mais aussi tout simplement la promotion et la sauvegarde du patrimoine culturel de la région. Alors, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Albarka TV, sans plus tarder, on va essayer de passer directement à la visite de ce qu'on appelle, nous, les merveilles de Bouddha. Nous présentons ici des femmes
Peuls et Dialonké, que la première ethnie qui a habité la région du Fouta Djallon, ce sont les Dialonké. Les Peuls sont venus après. Et donc nous avons deux types de femmes. La femme Dialonké et la femme Peul. Ici c'est une mariée et de l'autre côté une fileuse. Et elles ont en commun la case. C'est la fileuse. Et là, c'est la mariée. La fileuse, c'est le type Dialonké, et la mariée, c'est le type Peul. À la fois Peul et Dialonké. La coiffure signée ici, Djoubadé à Poula, et c'est une coiffure très haute, avec beaucoup de perles autour de la tête, et c'est une coiffure typiquement Djallon. Voilà, vous avez des musiciens, la flûte pastorale et puis la calebasse. Et ici, vous avez le roi et sa femme. Voilà. Et là, nous entrons dans la salle d'exposition, dénommée salle d'exposition Karamoko Alpha Molabé. Karamoko Alpha Molabé, c'est le fondateur de la ville de Labé. Et c'est l'un des 9 grands Karamoko Waliou qui ont construit l'état théocratique du Fouta Djallon. Ils étaient au nombre de 9. Parce qu'ils venaient de 9 provinces, et c'est l'ensemble de ces provinces-là qui formaient l'état théocratique du Fouta. Voilà, bienvenue à l'intérieur. Voilà. Ça, c'est le premier espace qui est conçu au niveau de ce musée. C'est en fait un espace consacré à la formation, aux études, à l'encadrement de la famille. Mais c'est en même temps l'un des deux espaces dans lesquels on démontre l'importance des 3 grands piliers fondamentaux de la culture des Peuls du Fouta Djallon. Ces 3 grands piliers sont la foi, la femme et la vache. De l'autre côté. Ici c'est la foi, là il y a la femme et la vache qui constituent un couple inséparable, parce que ici c'est la femme qui s'occupe de l'essentiel du traitement de la vache. Voilà. Donc ici, la femme, elle est en train de traire sa vache. Elle est coiffée encore du djoubadé. Elle porte
l'épagne teint à l'indigo naturel de Fouta. Et elle porte à main ce qu'on appelle en pulaar le birtugal. C'est un recueil en bois de figuier dans lequel le lait est recueilli et qui va être après mis dans des calebasses pour la fermentation. Et vous savez que c'est à partir de la fermentation de ce lait-là que nous allons avoir les 3 sortes de lait. Le lait caillé, le petit lait et puis le lait avec la crème. Voilà, nous continuons. Et ici, nous sommes à l'intérieur de la case de la femme. Elle est toujours là, présente avec sa coiffure signée. Cette fois-ci, elle a en main une calebasse. Elle est assise sur son lit. Et en face d'elle, c'est le foyer avec une couscoussière. Et à l'extrême gauche, il y a la table traditionnelle avec les ustensiles de cuisine qui sont les calebasses. Et vous verrez que le sol de sa case est fait avec des traits et le mur est décoré parce que les Peuls aiment beaucoup la décoration de l'intérieur de leur demeure et le tout est fait avec de l'argile bien malaxée et recouverte de bouse de vache. Et en haut, vous avez ce qu'on appelle le daggal ou clé de séchage, où on garde l'essentiel des céréales, des petits condiments. C'est en fait un garde-manger. Et ça, c'est le premier daggal qui est plus grand. Le second, il est plus petit. Lui, c'est pour faire sécher la viande. Boucaner la viande parce que les premiers Peuls ne consommaient pas de viande fraîche. On leur avait dit que le man des ancêtres des Peuls avait interdit la consommation de la viande fraîche. Et du coup, on ne mangeait pas du tout de viande fraîche. Et il fallait, pour la consommer, la faire sécher. C'est pour ça, dans chaque ménage, il y avait la petite daggal pour faire sécher la viande. Et vous avez les calebasses à lait. Les calebasses, une fois que le lait est trait, on a trait la vache, on amène le lait, on met dans ces calebasses. 2 jours ou 3 après, le lait est bien formé et on prélève la partie supérieure qui va être fouettée et qui va être l'objet de traitement. Il va subir des étapes pour aller vers le beurre. Et après, on a l'autre partie où on prélève le lait et le petit lait en bas pour le lendemain. Vous avez un grenier ou bimbal en pulaar. Vous constaterez que les femmes Peuls aiment beaucoup les perles et que le grenier, il est là pour garder les céréales qui sont bien nettoyées, bien traitées et qui sont à la dernière phase avant la préparation des repas. Voilà. Oui. La femme est encore là. Elle est habillée de l'indigo avec la bande tissée, le lépi guinéen, comme on dit en pulaar, qui n'est pas teint,
avec beaucoup de perles, beaucoup d'or, d'argent. Elle tient en main une goutte qui explique en fait conserver le beurre de vache. Et ce beurre de vache était destiné à l'être aimé. C'est-à-dire que la femme, elle offrait le beurre de vache à la personne qui lui plaisait. Donc c'est l'origine du Nyamujol. Voilà. On continue. Voilà. On sait que le Fouta Djallon a été un État théocratique qui était dirigé toujours par un Almami, avec des chefs de province qui étaient donc des rois. Il y a eu au total 14 Almamis qui se sont succédés. Le premier, c'est lui, Almami Sori Ibrahima, et le dernier, c'est Bokar Birobari. Il est mort les armes à la main, se battait contre un Français. Le dernier roi de l'abbé à côté, c'est Alpha Yaya Diallo. Il a aussi montré beaucoup de bravoure parce qu'il a beaucoup subi les Français. Il a été déporté par 2 fois. La première fois, c'était au Bénin, la deuxième fois en Mauritanie, où il mourut en 1912. Mais tous avaient le même objectif, c'était défendre le Fouta contre la pénétration étrangère. Et les différents métiers, puisque jusque-là, on n'a parlé que de l'aristocratie ou les hommes du livre. Maintenant, ce sont les hommes de métier qui ont joué un rôle extrêmement important dans la construction du Fouta. Vous avez la forge, le métier de forgeron. Vous avez le tissage, le métier à tisser, avec la cotonnade et les bandes. Vous avez le métier d'élevage. Ici, nous avons des abeilles pour la production du miel, avec des ruches traditionnelles. Et par ici, c'est la cordonnerie. Mais il y a quand même, il faudra parler de ce tronc d'arbre, qui est un tronc qui a eu plus de 100 ans et qui peut vivre comme ça beaucoup d'années, de centaines d'années. C'est le trône de l'arbre, le Téli, qui est entré dans la mythologie des Peuls. Parce que les Peuls du Fouta Djallon pensent que le Téli est un arbre protecteur qu'il faut avoir chez soi. Parce que c'est un arbre qui est habité toujours par des génies. C'est un arbre lui-même qui peut aider à lutter contre les mauvais esprits, à avoir des enfants, à garder les enfants, etc. Et pour ça, il y a beaucoup de noms de Téli parmi les noms donnés aux enfants dans le Fouta Djallon. Ici, c'est un bocal pour conserver, pas pour conserver, mais pour aider à débarrasser les peaux de leurs poils. C'est dans ce bocal qu'on trempe les peaux et après on les débarrasse des poils et on les travaille. Parce que c'est un arbre très toxique et qui peut tuer facilement aussi. Voilà.
montrer. Et vous avez ici les premières lampes tempête de Peul. C'était pas... C'est quelque chose d'extrêmement fantastique parce que les jeunes d'aujourd'hui qui ne connaissent que les ampoules, ils vont observer ça et ils vont voir combien nos parents étaient intelligents. Parce que dans ça, dans ce fourneau, il y a, on mettait la résine des arbres. Et une fois que les braises étaient introduites à l'intérieur, il suffisait simplement de souffler un peu pour obtenir une flamme qui sortait de par les différents. Et ça éclairait la lutte. Voilà. Et enfin, vous avez les instruments traditionnels de musique des Peuls. Les Peuls du Fouta. Okay. Madame, après la poterie, nous venons Au niveau des instruments traditionnels de musique des Peuls. Les Peuls sont arrivés sur les plateaux de Fouta Djallon, ici derrière leurs vaches. Et comme c'était des nomades, ils erraient à travers ces montagnes-là. Ils avaient tous des flûtes. Et la flûte pastorale, c'est le premier instrument qui a été identifié comme étant un instrument de ces Peuls-là. Après, il y a eu le baïlol. Le baïlol, c'est ça, ou arc musical, qui se joue avec la bouche. Après le baïlol, il y a eu le koni, ou hodou en poulard. Après le hodou, il y a eu le violon, ngengero, qui est là. Après le ngengero, c'est le lala, avec la calebasse. Cet instrument qu'on appelle le bolon n'est pas Peul, il est djalonké. Et c'est un instrument qui est venu beaucoup plus tard pour agrémenter les veillées dans les hauts plateaux du Fouta Djallon, mais c'est un instrument djalonké. Donc, c'est l'essentiel de l'exposition au niveau du musée, exposition permanente. Je dois rappeler qu'il y a 200 pièces exposées dans ce musée sur 900 pièces qui ont été inventoriées. Donc, il faut dire que nous manquons un peu d'espace pour mettre toutes ces pièces en valeur. Mais un musée, c'est aussi la réserve. C'est aussi ce qu'on a dans la réserve. Donc la réserve comporte aujourd'hui près de 600 pièces qui sont posées délicatement pour permettre aux objets de ne pas étouffer, comme si vraiment leur vie pouvait être en danger. Donc, on a pris soin de mettre une bonne réserve et beaucoup de pièces. Mais la récolte des pièces continue et nous avons même des rendez-vous vers le mois de février pour aller encore pour ramener d'autres pièces détenues dans certaines familles. Cela veut dire que nous ne manquons de rien du point de vue, en tout cas, pièces à exposer. Le problème, c'est que pour avoir les pièces, il faut aller trouver les gens. Et l'état de nos routes laisse à désirer aujourd'hui. Et nous
nous avons une moto pour 6 animateurs. Nous avons besoin d'un bon véhicule pour faire la liaison entre les différentes familles du Fouta. Jusque-là, nous n'avons pas vu les autres préfectures ou villages ou familles, parce que quand on parle du Fouta, on ne doit pas s'arrêter à la région administrative de l'Abbé. Le Fouta est beaucoup plus grand que ça. Le Fouta, c'est depuis les Gawal, les Kundara, c'est au-delà même des frontières vers la Guinée-Bissau, parce qu'il y a beaucoup de familles de l'Abbé, Mali, d'Alaba, tout ça, qui sont installées là-bas. Parce que quand le Fouta était un royaume, un État théocratique, les rois et les Almamis qui étaient ici avaient comme ambition d'implanter la religion musulmane. Et donc ils sont allés jusqu'en Guinée-Bissau. Tout le monde sait qu'il y a eu la guerre de Kansala. Il y a eu la guerre avec Diankewali, contre Diankewali. Donc il y a beaucoup de familles Peul de leur côté. Vers Boké, la même chose. Et puis le Fouta, c'est aussi vers Dabola, Dingirai. C'est vraiment très vaste et on aimerait voir tout le monde parce que ce musée, c'est le reflet identitaire de toutes ces populations-là. Et pour le faire, il va falloir qu'on soit bien équipé. D'abord, un équipement audio, un équipement vidéo, pour aussi entrer dans le numérique. Le musée, les pièces doivent être numérisées pour ne pas les perdre, pour ne pas perdre la mémoire. Et les pièces, on doit continuer à aller les récolter. Et à ceux qui les détiennent aujourd'hui sont vieillissants. Les familles, il y a beaucoup de familles qui ne s'intéressent plus à ça. Les jeunes veulent partir, etc. Donc nous, on veut sauver la mémoire. Et pour cela, nous avons besoin de moyens, un bon véhicule, de bons animateurs, comment on peut dire ça, une bonne rémunération pour les animateurs, etc. Donc voilà un peu l'essentiel. Le reste, c'est un amphithéâtre qui est là, de 200 places, avec une bibliothèque qui a une capacité de 5000 livres, et puis le bureau, la direction générale. Merci. Alors, mesdames et messieurs, vous qui suivez Albarka TV, vous avez compris la brillante explication de la directrice générale du musée du Fouta. Et l'appel a été lancé et toutes les bonnes volontés, on vous attend pour aider non seulement le Fouta, mais la Guinée toute entière, pour, disons, pour que vivent nos brillantes expositions, il faut des aides. Et les aides là, c'est pas nous seuls. Vous qui nous suivez, vous pouvez nous aider à travers ce que vous pouvez faire et on vous attend. Merci beaucoup. Nous sommes donc à la fin de la visite à l'intérieur du musée. Je voudrais remercier Albarka TV pour tout ce que vous êtes en train de faire pour la promotion de la culture de la Guinée et de l'Afrique, pourquoi pas. Et vous remercier, vous féliciter pour votre travail excellent et vous dire que le musée du Fouta est entièrement à votre disposition. Tous les jeunes qui travaillent au musée du Fouta sont à votre disposition. Je voudrais aussi remercier la communauté de l'Abbé, aussi bien les gens qui sont à l'Abbé, mais aussi ceux qui ne sont pas ici, ceux qui vont nous suivre. Pareil, il faut que Weltanama, Ketinama, Diamnama, Albarka TV, Weltanama, parce que vous les marquez, ara suudu manka ba ɗum ko suudu men en fof mo kala yo taw heɓa e feere addugol goɗɗum ko waɗega fi yo musidal ngal wowle fi yo fimen o luttu ara